à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier événement d'une nouvelle série que vous propose FIB Group et dédié au CIR, le Crédit Impôt Recherche, encensé critiquer le CIR à ses détracteurs, mais aussi ses inconditionnels. Mais pourquoi finalement remettre en cause un dispositif qui a prouvé ses effets bénéfiques en termes de compétitivité et de valeur ajoutée pour bon nombre d'entreprises? Le CIR, il est souvent finalement analysé sous un spectre purement financier, alors qu'il est bien plus que cela. C'est, à n'en pas douter, et notamment un facteur de progrès sociétal en permettant aux entreprises de faire avancer des projets qui bénéficient aux citoyens que nous sommes. La recherche, ce ne sont pas que des femmes et des hommes en blouse blanche, ce sont aussi des salariés dans les entreprises innovantes, dont certaines font même parfois de la recherche sans s'en rendre compte. Alors, le but de ce rendez-vous que propose FIB Group, c'est simplement de donner la preuve par l'exemple, et ce sera le cas aujourd'hui avec les deux invités qui sont autour de moi. Je vous les présente maintenant. Alexandre Cluchier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur recherche et développement et directeur international d'Ecomed, abréviation d'écologie et médiation. Et médiation. Ça, on va y revenir dans un instant. Julien Commartin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la société Invectis. On va évidemment commencer par présenter vos deux sociétés pour bien vous connaître et comprendre aussi les enjeux qui sont les vôtres. Julien, d'abord, Invectis, fondé en 2010 par deux chercheurs, c'est ça? Exactement. L'Institut Pasteur. Vous avez 25 salariés aujourd'hui dans cette entreprise. Vous nous expliquez un peu sur quoi sont basées vos recherches autour du cancer, hein, c'est ça? Exactement. Donc, on développe donc des immunothérapies qui ciblent donc principalement les cancers. Et cette société donc a été issue de l'Institut Pasteur et a été fondée par deux chercheurs pasteuriens. Et depuis donc 10 ans, nous sommes donc sur l'avancée du développement donc de vaccination ADN, voire d'autres combinaisons, enfin d'autres immunothérapies qui permettraient justement d'être bénéfiques au niveau des patients. Comment ça fonctionne, juste pour expliquer de manière scientifique, mais en même temps assez vulgarisée? On a ça des cellules tumorales, tous en fait, c'est ça, mais que le système immunitaire parvient à détruire. Voilà, en fait, vous avez un processus qui est commun à toutes les tumeurs, c'est le processus d'immortalisation. Vous avez une molécule spécialisée dans le processus d'immortalisation et en fait, nous apprenons en fait au système immunitaire à reconnaître cette molécule et à éliminer finalement toutes les cellules qui sont pernicieuses, qui sont, on va dire, en cours d'immortalisation. Donc toutes les cellules qui sont saines, qui n'ont pas cette molécule, ne seront pas affectées par la vaccination. Et en parallèle, on y reviendra, mais avec le CIR, nous avons pu développer d'autres axes d'immunothérapie qui peuvent être combinés donc justement avec cette première approche ou avec d'autres immunothérapies qui sont actuellement prometteuses sur, on va pas dire sur le marché, mais en essai clinique. Et donc le CIR nous a permis justement de pouvoir développer ces différents axes. Et finalement, au niveau de la société désormais, avec toutes les immunothérapies qui ont été développées et qui peuvent se combiner, on a finalement une approche qui nous permet de traiter le patient tout au long des stades de développement de la tumeur. Donc on n'est pas uniquement au stade terminal ou au stade précoce, mais finalement tout au long de la vie de la tumeur. En fait, l'immunothérapie, ça débloque des signaux négatifs, c'est ça? Alors, en fait, on a différentes approches. Là, par exemple, pour les nouveaux projets qui ont pu être initiés grâce au CIR, nous avons pu développer des mécanismes qui permettent de contrecarrer ces molécules inhibitrices qui normalement, qui en fait sont exprimées par la tumeur pour empêcher la réponse immunitaire et donc pour échapper à la réponse immunitaire. Donc nous avons pu développer ça depuis quasiment 2011, c'est-à-dire un an après la fondation de la société. Et donc nous pouvons maintenant les adjoindre avec toutes les autres immunothérapies, les autres vaccinations qui ont été développées pour justement... En fait, la problématique au niveau des tumeurs, c'est que si vous aviez une seule immunothérapie qui était fonctionnelle, ce serait déjà réglé. En fait, les tumeurs ont différents mécanismes pour pouvoir échapper à la réponse immunitaire. Et en fonction des cancers en plus. Exactement. Donc là, en fait, le principe, c'est d'avoir un maximum de combinaisons qui permettent de contrecarrer les moyens d'échappement de la tumeur. Vous avez parlé d'un vaccin, Julien. Ça veut dire que ce vaccin aujourd'hui, il est sur le marché ou vous êtes toujours en phase d'essai? Non, là, on a terminé la phase 1. Une phase 2 avait été initiée au niveau des États-Unis et après, il y a eu des problèmes avec le Covid, on va dire, en termes de recrutement, d'indication. Donc le vaccin ADN étant actuellement donc en phase 2, on va réinitier une phase 2 au niveau de ce vaccin. Et par contre, pour les autres immunothérapies qui ont été développées, donc il y en a une justement de blocage, on va la résumer comme ça, ainsi, qui est au stade préclinique et qui avance vers le stade donc d'essai clinique de phase 1. Et par contre, nous avons aussi une thérapie qui est novatrice, qui, je pense, vous avez peut-être entendu parler, ce qui s'appelle les CAR-T, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez les cellules immunitaires du patient et en fait, vous ne leur apprenez pas à reconnaître la tumeur, en fait, vous les redirigez directement contre la tumeur. Et donc là, nous sommes en train de finaliser les dernières expériences pour normalement pour initier l'essai clinique fin de cette année, début de l'année prochaine aux États-Unis. Voilà. Très bien. Alexandre, Ecomed,
Pourquoi écologie et médiation alors? Pourquoi écologie et médiation? Notre entreprise, elle est vraiment spécialisée sur l'expertise de la biodiversité. Alors nous, plutôt terrestres. Donc les équipes sont vraiment des experts des plantes, des espèces animales. Et donc on va s'intéresser à caractériser, identifier donc, des habitats. Donc, pour le côté écologie. Mais sur des projets, sur des infrastructures, sur des projets d'infrastructures. C'est vraiment, nous sommes vraiment appliqués à la séquence d'aménagement du territoire et à toute sa gestion aussi des territoires. Donc c'est vraiment appliqué pour des projets d'aménagement qui vont avoir des besoins réglementaires, des études d'impact, etc. On va avoir Prenons un exemple juste pour comprendre. Par exemple, il y a un parc éolien ou photovoltaïque qui veut s'installer. Comment vous intervenez, vous, dans ces cas? C'est dans la législation, en fait, hein, c'est ça, normalement, la prise en compte de la biodiversité. Il y a une réglementation. Les porteurs de projets, les développeurs sont tenus de donner des études d'impact avec tout un ensemble de volets de l'environnement. La biodiversité en est un principal d'ailleurs, sur lequel nous intervenons particulièrement avec toute une équipe d'experts qui vont un petit peu, quelque part, porter la voix de la nature. Vous êtes les porte-parole de la nature dans l'aménagement du territoire. Quelque part, oui. Ouais, c'est pas mal comme baseline. Ils ne parlent pas tout seuls. Hein. Donc on est là pour un peu traduire leur présence. Donc en fait, vous identifiez sur un projet les enjeux écologiques et les impacts en fait sur les habitants et les habitats en fait. Sur les habitats principalement, on essaie de déterminer finalement le rôle et l'importance d'une zone où un projet va se développer. Et suite à cette détermination, on va pouvoir dire est-ce que c'est possible de développer un projet là? Si oui, dans quelles conditions? Et quelles conséquences? Et on va aider, on va dire, le concepteur du projet à mettre des mesures pour vraiment intégrer écologiquement le mieux possible son aménagement dans l'environnement. Et ça dure combien de temps, votre intervention? C'est généralement sur un minimum d'une année. Ah oui. Il y a un principe qui s'appelle la phénologie, déjà. Donc, on ne peut pas aller voir ces espèces à n'importe quel moment de l'année. Donc, du coup, on organise notre expertise à différents moments de l'année parce qu'il y a des techniques particulières. Il faut généralement aller voir la nature lorsqu'elle se reproduit, qu'elle est visible. C'est à ce moment-là qu'elle est visible. Hein, les fleurs, hein, ce sont des organes reproducteurs. Donc, on les voit à ces moments-là. Pareil pour les oiseaux, pareil pour les reptiles. Donc, vos bureaux sont dehors? Voilà, alors là, du coup, pour le coup, nous n'avons pas beaucoup de blouses blanches parmi nos chercheurs, c'est plutôt des bottes, des waders, des filets papillons, des jumelles. Voilà. Bon, on va revenir dans un instant justement sur ce que le Crédit Impôt Recherche vous a permis. Julien, vous, la première demande de Crédit Impôt Recherche, elle date de quand? Elle a été faite quasiment un an après la création de la société. 2011. Oui. Et après, vous avez renouvelé en permanence. Chaque année, vous redemandez? Oui, chaque année, nous redemandons. En fait, au départ, c'était pour quel besoin? En fait, c'est tout simplement pour pouvoir financer le développement donc recherche, parce que finalement, lorsque la start-up a été créée, a été issue de Pasteur, on avait encore une forte activité de recherche. Nous n'avions pas initié encore la phase 1. Il y avait encore des données à obtenir. Et donc, en fait, le CIR a permis de prendre en charge une grande partie justement de cette activité de recherche et de pouvoir pousser après vers les données précliniques qui sont en fait indispensables pour pouvoir en fait présenter le projet et lancer la phase 1 qui permet de faire le test dans un premier temps au moins de toxicité, valider que au niveau safety, le produit est sûr au niveau des patients. Donc les demandes ont été faites très très rapidement pour pouvoir justement accompagner le développement. Après, on a acheté du matériel aussi Mais exactement, il y a eu de l'investissement au niveau du matériel. Au niveau des équipes, on y reviendra après, mais ça nous a permis aussi d'avoir des accompagnements au niveau de nos interactions avec le monde académique. Oui, on y reviendra. Et donc d'avoir des étudiants en thèse. Mais après, je pense qu'on va en discuter sur ce point-là, mais au niveau recherche médicale, plus particulièrement au niveau des immunothérapies, les coûts sont très très élevés. Donc justement, l'accompagnement ou bénéficier du CIR est quand même quelque chose qui permet jusqu'à un certain pourcentage, on va dire, de remboursement, permet d'accompagner et permet de pouvoir diversifier. Si on n'avait pas eu le CIR, par exemple, on aurait peut-être eu uniquement cette vaccination ADN, mais sans avoir ces autres branches qui sont développées, et qui finalement permettent d'accompagner le produit primaire, majeur, ou de pouvoir combiner avec d'autres produits qui ont été mis sur le marché ou qui sont en cours de test ou d'évaluation. Mais venant de l'Institut Pasteur, vous aviez quand même une structure, enfin une R&D en tout cas très structurée.
Oui, on avait une équipe, on avait déjà donc une organisation, une architecture au niveau de la recherche, et nous avons bénéficié pendant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était pendant environ 3 ans, on a bénéficié au niveau de Pasteur de locaux qui nous permettaient d'être hébergés dans un premier temps. Mais après, en fait, comme toute start-up qui est fondée à partir d'une institution, vous avez une période un peu de 3 ans, 4 ans, on va dire, d'hébergement au sein des locaux, mais après, c'est à vous de trouver vos propres locaux. Et donc ça, c'est un coût supplémentaire. Et en plus, comme généralement, vous espérez, vous avez avancé au niveau de la recherche, voire du développement, vous avez besoin de nouveaux accompagnements en termes d'équipement, en termes de personnel. Donc forcément, les coûts commencent à devenir exponentiels. Exactement. Chez vous, Alexandre, elle était structurée, la recherche, ou c'était bricolage? Alors, nous, c'était plutôt du bricolage. Hein. C'est du bricolage, mais attention, nous étions tous du monde de la recherche. On va dire, les premiers membres de l'équipe, elle existe depuis 2003, c'est cette équipe, et nous étions 6, et nous étions tous, on va dire, du monde des laboratoires de recherche en écologie, ou reliés fortement à ces laboratoires. Donc, on va dire que l'ADN était là. Oui, un ADN recherche, mais pas forcément de structuration. Exactement. Le métier existait très peu. Il commençait à peine, ce métier. On l'a un petit peu créé. On a contribué vraiment à le faire évoluer, ce métier. Et donc, du coup, on a eu toujours besoin pour pouvoir répondre à ces questions qui nous sont posées sur ce monde vivant, il a fallu qu'on se rapproche de nos pairs scientifiques et qu'on mène des véritables travaux finalement de recherche avec eux pour savoir comment on allait pouvoir appliquer tout cela à notre métier et aux questions qui nous sont posées par à la fois les clients développeurs et les services de l'État de l'autre côté. Le Crédit Impôt Recherche, votre première demande, elle date de quand? Une dizaine d'années, donc en 2011. Ah oui. Oui. D'accord, oui, quasiment au début. Vous êtes 50 salariés, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au départ, la première demande, quand vous la faites, c'est dans quel esprit, enfin, dans le but de financer quoi? Alors, nous avons, comme je l'ai dit, la première problématique dans notre métier, c'est de déterminer qui habite dans ces zones. Donc, on a besoin de cela, de trouver des méthodes, parce qu'on a quand même un sacré challenge. Hein. On n'a pas le temps de faire une thèse pour chaque compartiment biologique. On a généralement quelques jours vendus à un client pour aller déterminer qui habite dans cette zone. Donc, il faut trouver des méthodes scientifiquement éprouvées pour pouvoir déterminer qui vraiment est avéré là et potentiellement habite là, et déterminer quel est le rôle et l'importance. Donc du coup, dès le début, on a besoin de trouver ces méthodes et de les faire grandir. Et ça demande du temps et de l'argent? Oui, parce que pour aller chercher de la donnée, notre matière première à nous, c'est de la donnée naturaliste. Et la donnée naturaliste, ça ne se fait pas en 1 heure, hein, ça se fait en plusieurs jours de terrain. Donc quand vous demandez le CIR, c'est pour embaucher au départ? Au départ, vous avez besoin de quoi véritablement? Au départ, on a besoin d'aide dans nos programmes de recherche, à la fois donc via de l'embauche justement, on en a parlé tout à l'heure, de thèse de recherche sur un sujet. Besoin de vous structurer aussi finalement. Ça c'est encore après. Donc ça c'est aussi au fur et à mesure de notre. Lorsque nous avons commencé à demander le CIR, au début nous n'étions pas structurés. Mais suite aux années de CIR et suite aussi à l'évolution, hein, justement, les exigences des services de l'État étant mieux, de leur contrôle, etc., nous avons réussi du coup à nous structurer. Aujourd'hui, nous sommes structurés. Nous sommes bien structurés. Ça a quand même nécessité une remise en cause pour vous au départ? Complète. Ouais. Complète. On a remis... vous avez fait un hard reset? Tout à plat. Ok, bon, maintenant qu'on nous demande ça, comment est-ce qu'on s'organise concrètement? C'est bien de faire de la recherche au quotidien. Maintenant, mais comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment déjà impliquer les équipes sur de la R&D? Déjà, c'était quelque chose pour bien montrer qu'ils ne sont pas que des ingénieurs écologues, ce sont aussi des gens qui participent concrètement à de la recherche, non seulement appliquée, mais fondamentale aussi, parce que toute notre recherche, elle est reversée en fait au laboratoire et aux bases de données nationales. Hein, toute la donnée est reversée. Donc ça a demandé vraiment une réelle remise en cause. Une réorganisation en fait, complète. Et ça demande du temps, ça se fait pas du jour. Et des moyens. Et des moyens. Et des moyens, énormément de moyens. Nous avons mis, juste pour construire la colonne vertébrale
de notre recherche, qui consiste en un système d'information naturaliste. Ça nous a pris énormément de temps et de moyens, avec de l'embauche spécifique sur des postes vraiment très particuliers, de bases de données, de géomaticiens, d'informaticiens, etc. Juste pour comprendre, mais de manière assez simple, en gros, votre organisation avant, c'était quoi? Et votre organisation maintenant, c'est quoi? Avant, c'était des experts qui se débrouillent chacun dans leur coin, avec leurs bots et leur... Voilà, avec leur réseau, pour trouver la meilleure façon pour arriver au résultat. Aujourd'hui, nous arrivons avec des questions, avec des verrous scientifiques. On identifie dans la bibliographie internationale si d'autres ont trouvé la solution avant nous pour qu'on n'ait plus qu'à faire finalement de l'innovation, seulement juste appliquée à notre métier. Mais souvent... ça n'existe pas, hein. Beaucoup de choses n'existent pas, comme par exemple les taux de détection de certaines espèces à enjeu, aujourd'hui, n'existent pas. Donc là, on travaille énormément sur déterminer ces taux de détection pour avoir des conclusions scientifiques, dire on sait à tel intervalle de confiance si cette espèce vit là ou non. Pour arriver à ceci, ça demande donc du coup énormément de méthodes. Tout à l'heure, Julien, Alexandre évoquait les exigences effectivement de l'État à partir du moment où on bénéficie du crédit impôt recherche. Elles sont de plus en plus exigeantes ou pas? C'est quoi en fait? C'est de la documentation qu'on vous demande, des rapports précis? Alors, tout le support, on va dire, en fait, c'est basé donc sur l'activité de recherche. Donc, ça va nous demander donc de pouvoir fournir donc tous les rapports d'activité en termes de recherche. Par exemple, donc dans le contexte des étudiants en thèse, ça peut être les rapports de première, deuxième, troisième année. Ça peut être la thèse finale, tous les articles qui ont pu être publiés, et surtout ça demande... alors maintenant on est bien accompagné, c'était plus compliqué on va dire au début, durant les premières années. En même temps c'est des réflexes qu'on a dans les labos, enfin à Pasteur j'imagine qu'ils ont des réflexes... Oui, mais en fait il faut quand même le structurer d'une façon assez particulière, c'est qu'au niveau du CIR, il faut pouvoir en fait démontrer qu'il y a eu une activité de recherche avec des indices de recherche. Donc en fait, surtout les premières années, c'était nous qui rédigions complètement le document, et finalement c'était quand même un support qui était très différent, soit de l'activité purement scientifique, c'est-à-dire rédiger des articles, ou alors au niveau des rapports qui doivent accompagner le produit pour les différentes phases. Donc on a eu un gros travail, je ne vais pas vous mentir, je pense que ça a été surtout pendant les 4-5 premières années de rédaction, de mise en place. Finalement, une fois que le principe est compris, c'est-à-dire finalement sortir les indices de recherche, d'activité, lister finalement toutes les activités, tout l'équipement, tout le matériel, toutes les dépenses qui ont été liées à l'activité de recherche. Oui, après c'est structuré. Exactement. Après, finalement, on revient un peu dessus, c'est-à-dire que les premières années, il faut structurer, on va dire, cette démarche, mais après, finalement, vous avez le fil conducteur et vous continuez dessus. Les questions, elles sont de plus en plus pointues quand même de l'État. Est-ce que ça nécessite effectivement de vous organiser pour y répondre du mieux possible? De notre expérience, oui. Hein. Nous sommes passés de quelque chose de relativement simple, d'un format relativement simple, à quelque chose qui nous a demandé carrément une réorganisation, comme on l'a dit, complète de l'activité R&D en interne. Hein. Et du coup, la mise en place de tout un protocole, tout un processus d'accompagnement avec non seulement nos prestataires qui nous accompagnent, mais aussi tous nos intervenants extérieurs qui eux aussi nous accompagnent sur de nombreux projets. Finalement, cette nouvelle organisation, elle était bénéfique pour l'interne, on le comprend bien, mais aussi pour l'externe? Ah oui, complètement. Elle donne une lisibilité. Ouais. Elle donne une lisibilité. Aujourd'hui, par exemple, à Ecomel, nous avons 8 groupes de travaux en interne, tous dédiés sur un nombre de sujets identifiés, avec chacun avec leurs partenaires. Et les équipes, du coup, peuvent se positionner dessus, sont positionnées dessus. C'est aussi valorisant aussi, comme on l'a dit, en externe, mais en interne aussi pour les équipes qui savent se positionner sur des projets de R&D, savent où est-ce qu'ils peuvent contribuer et comment s'impliquer finalement sur de la R&D et pas être que justement technicien de l'écologie. Voilà. Julien, vous disiez finalement ça vous a fait gagner du temps. Est-ce que la charge finalement elle est aussi moins lourde parce que vous avez aussi investi dans des machines? Donc j'imagine que pour les scientifiques et ceux qui travaillent chez vous, c'est moins épuisant, non? C'est moins épuisant, c'est plus rapide, on est plus proche finalement de ce qui va être appliqué ou développé en clinique, donc directement chez le patient. Donc par contre, ce sont des investissements qui sont très lourds. J'imagine que vous, ça va être à peu près la même chose au niveau de votre domaine, comment dire, c'est de quel ordre on peut de recherche. Par exemple, là, pour une des machines qui nous permet de développer donc les CAR-T, vous comptez environ 200 000 € la machine.
100 000 €. Mais après, vous avez un accompagnement en termes d'équipement pour faire les contrôles qualité. Vous comptez environ 120 000 pour le cytomètre qui est associé. Et après, vous avez l'espace laboratoire avec les hôtes. Donc, ça fait une enveloppe qui se chiffre très rapidement à, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 500 000 et 600 000, sans compter le personnel et sans compter les consommables. Donc, ce sont des enveloppes qui sont très lourdes. Mais tout ça, ça a quand même permis un confort de travail aussi. Exactement. Moins d'épuisement. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, là, en fait, la machine, l'avantage, c'est que c'est un système fermé qui est autonome. Alors que si, enfin, au début, nous n'avions pas la machine et c'était finalement les ingénieurs ou les étudiants qui travaillaient dessus, ils brûlaient toute une semaine à faire le suivi au niveau des cellules. Ça coûtait aussi extrêmement cher parce que le problème, c'est qu'on n'était pas dans des conditions qui sont complètement closes. Donc, il y a le risque d'une contamination, donc vous perdez finalement le matériel. Donc oui, ici, c'est un confort qui est extrêmement appréciable au niveau des équipes, au niveau de la production et au niveau de la qualité derrière et au niveau des essais. Donc oui, extrêmement. Meilleure organisation, meilleur confort. On est tout à fait d'accord, hein, pour faire un parallèle très différent, mais qui ressemble à ça, pour le confort des équipes, prenez des experts en chauve-souris. Bon, à l'époque, les chauves-souris, il fallait aller les voir la nuit. Donc, avec tous les risques sociaux et de fatigue physique, etc., que cela entraîne sur une saison, parce qu'en plus, non seulement ils travaillent la nuit, mais forcément, il y a des rapports et des interactions à avoir avec les équipes de temps en temps de jour. Donc, du coup, les gens travaillent sur un printemps à la fois la nuit et des fois le jour, ils alternent. Donc, très très compliqué pour ces équipes, très compliqué de leur offrir des carrières, du coup, parce qu'ils restent très techniciens, etc. Aujourd'hui, ces mêmes experts, grâce à la technologie, au matériel qu'on en a pu investir et expérimenter, aujourd'hui, on travaille très peu la nuit finalement. On enregistre, on a des matériels d'enregistrement de pointe qui nous permet vraiment de positionner tout ce matériel juste comme il faut, et après de faire des analyses, vraiment de focaliser sur les fonctionnalités écologiques de jour, du coup. Et après, au final, on a des équipes moins fatiguées. Et en plus, on peut leur offrir une carrière, une visibilité sur leur carrière et une évolution qui est beaucoup plus intéressante. Des chiroptérologues, donc du coup, ça s'appelle comme ça, des experts de chauve-souris. Comment, pardon, les chiroptérologues. Donc ces chiroptérologues, aujourd'hui, peuvent avoir un plan de carrière pour devenir des chefs de projet écologues, voire directeurs d'études à terme. Donc, ce qu'ils ne pouvaient pas le faire vraiment auparavant. Est-ce qu'on peut estimer, Julien, à quel point ça a boosté votre recherche ? Le temps gagné, est-ce qu'on peut le considérer comme ça d'ailleurs ? Vous l'avez estimé ? On peut l'estimer en temps gagné, on peut l'estimer surtout aussi en pérennité au niveau de la société. C'est-à-dire que ça a permis justement l'amorçage de nouveaux projets, finalement de nouvelles pistes d'immunothérapie. Et on ne va pas se mentir, c'est que par exemple donc, pour le produit principal, Princeps de la société, qui finalement a dû être mis en stand-by avec le Covid pendant la pandémie. Finalement, le projet CAR-T qui a pu être initié grâce au CIR, là, permet d'avoir les financements au niveau de la société pour pouvoir sanctuariser finalement l'activité R&D au niveau Navectis, sanctuariser aussi les employés, et qui nous permet finalement d'obtenir des financements et de pouvoir continuer et de faire vivre les autres projets à côté. Donc non, c'est extrêmement important. Nous, ça a été critique, c'est crucial. Vous t'en gagnez aussi ? Nous, c'est tout autant critique et les défis à relever sont tout aussi nombreux encore aujourd'hui. Et vous avez augmenté vos dépenses de R&D ou pas ? Oui. Avec le CIR, oui. Oui, ça nous a clairement encouragé à le faire, du coup, et conforté à le faire, et au final, à évoluer. Donc, voilà, vraiment, c'est vraiment du gagnant-gagnant là-dessus. Est-ce que ça vous incitait même, j'allais dire, à prendre des risques ? Je pense que oui, on peut dire qu'aujourd'hui on prend énormément de risques parce que du coup on se positionne sur des marchés à risque. Et on a des clients qui nous suivent sur des projets vraiment, qui vont vraiment vers de l'innovation. Vous ne les auriez pas tentés auparavant, en fait, c'est ça ? Oui, enfin, c'est compte tenu de l'organisation et de tout ce que vous nous avez raconté, c'est assez logique. Ça aurait été plus compliqué à mettre en œuvre. On a certains clients à qui ont fait de la R&D ex nihilo, mais voilà, ce sont des clients qui ont vraiment des moyens. Alors. En fait, vous aviez l'envie, mais un peu le frein à main, quoi. Forcément. Ouais. Vous avez embauché des doctorants ? Oui, ouais. oui. Plusieurs doctorants. On a mené 6 thèses chiffres dans l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir 4-5 docteurs, 5 docteurs dans l'équipe, je pense, sur les 50. Pareil pour vous, Julien, j'imagine ? Oui, exactement. Ça a permis justement de... Alors, le CIFRE, c'est pas la même chose que le CIR, c'est les conventions industrielles de formation pour la exactement. recherche. Mais
Là, c'est 3 ans de prise en charge du salaire, c'est ça? Exactement. Mais l'avantage, c'est que justement, avec cet accompagnement, enfin, ce système CIFRE aussi, c'est un indicateur de recherche qui est mentionné au niveau du CIR. Donc ça permet justement de pouvoir avoir des étudiants en thèse, continuer à faire la formation. Donc là, on a eu 2 étudiants en thèse déjà, nous en avons encore 2 actuellement. Ça nous permet aussi de pouvoir accueillir des masters ou des stagiaires et finalement d'avoir un peu ce système de formation, de transmission au niveau de la société. Ce qui permet aussi d'ouvrir un peu au niveau du monde académique, parce que ça permet d'avoir un pied aussi dans le monde académique, de se faire connaître, d'avoir des interactions et de bénéficier de cet apport de connaissances et de compétences. Les labos, laboratoires de recherche, ils sont en demande de partenariat globalement ou pas? Énormément. Ouais. Énormément. Besoin d'application. Oui. Ouais. Exactement. Oui, Julien, vous vouliez compléter? Non, ils sont en demande là maintenant avec ça a mis un peu de temps, on va dire, à être peut-être accepté par les différents laboratoires, mais maintenant c'est vraiment un système qui est très simple à mettre en place, qui est très bien fléché, on va dire, au niveau des différents documents, et qui permettent justement, même pour des laboratoires académiques, d'avoir un fonds de roulement ou en tout cas une activité qui peut être pérennisée pendant un minimum, on va dire, de 3 ans. Donc vous avez embauché véritablement des salariés en France et aux États-Unis aussi, hein, Alors, en France. En France. En France. Ouais. En France. La partie américaine en fait est financée par des fonds qui ont été élevés au niveau des États-Unis. Par contre, la partie française est indépendante. Enfin, la partie américaine est indépendante justement de la partie française au niveau CIR, au niveau CIFRE. Ça, c'est vraiment un système français et ça reste uniquement pour la partie française. Vous, Alexandre, vous avez mesuré les embauches que ça a permis ou pas? Alors, on n'a pas vraiment mesuré, mais comme ça, je sais que rien que sur le pôle géomatique, qui est un petit peu notre colonne vertébrale, avant nous avions un cartographe, aujourd'hui nous avons, on va dire, un pôle de 4 géomaticiens. Donc rien que là-dessus, je sais que ça nous a permis de vraiment, on va dire, se solidifier sur cet aspect de base de données et de gestion. Et derrière, je pense que la R&D nous a permis aujourd'hui d'avoir 3 à 4 postes entiers dévolus sur différents projets de R&D aujourd'hui. Donc c'est très important pour nous, ça nous a vraiment encouragés. Tout n'est pas pris en compte par le CIR, bien sûr, mais ça nous a vraiment encouragés. C'était intéressant, tout à l'heure vous nous disiez effectivement qu'il y avait des perspectives de carrière aussi désormais qui étaient offertes aux collaborateurs. C'est pas neutre quand on recherche des talents, comme vous devez le faire, j'imagine, dans vos secteurs? Alors nous sommes face à une pénurie drastique dans l'écologie, des naturalistes, avec des compétences naturalistes, ça ne s'apprend pas en fait à la fac. Tout simplement. Voilà. Donc du coup, il faut des gens qui sont formés sur de l'écologie et qui vont eux-mêmes se former de manière pointue en plus sur un compartiment ou plusieurs compartiments biologiques. Donc ces profils-là sont très très rares. Nous embauchons aujourd'hui, pendant qu'on parle, je pense que j'ai 5 postes en recrutement actif. Ah oui. Oui. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder notre site. Et justement, qu'est-ce que vous mettez en avant et que vous a permis le CIR, justement? Vous mettez en avant ces perspectives de carrière ou... Voilà, je pense qu'à Ecomed, on offre quand même des postes qui sont en lien non seulement avec l'écologie, tout ce qui intéresse un duraliste, mais en plus, on leur donne vraiment une perspective de continuer dans la recherche et développement, dans l'innovation, dans aller chercher plus loin. On continue à faire de la recherche fondamentale à Ecomed. C'est une entreprise qui permet encore aujourd'hui de faire de la recherche fondamentale, la connaissance sur les espèces. Il y a des gens qui sont dédiés à ça? Oui, c'est leur métier. C'est leur métier même d'aller chercher cette connaissance, savoir qui vit dans quels habitats, etc. Tout ceci, après, on le publie et c'est de la donnée fondamentale qui ne sert pas à créer de la valeur en soi. C'est juste de la connaissance scientifique. Vous, même chose, pénurie aussi? Difficulté à recruter? Non, on va dire qu'on est dans un champ, on va dire, au niveau cancérologie, immunologie, où c'est plus facile, on va dire, d'avoir des candidats. Après, identifier les bons candidats. Et justement, la question, c'est, à votre niveau, comment vous faites pour identifier ou pour finalement attirer ces personnes? Parce que s'il n'y a pas de formation, justement, comment ça fonctionne? Alors, je suis parallèlement vice-président de l'Union professionnelle du génie écologique, donc un petit peu l'union de la filière du génie écologique, réélu hier d'ailleurs, pour 3 ans, pour un mandat de 3 ans. Et c'est une question fondamentale. On est en lien avec toutes les formations en écologie de France et c'est un énorme angle où on travaille à tous les niveaux de formation pour faire émerger ces filières de formation
vraiment dédié à notre filière du génie écologique. En fait, c'est vous qui l'avez créé finalement. C'est vous qui avez créé un peu le vivier, le moyen de les trouver. Okay, exactement, parce qu'il n'existe pas. Donc on intervient beaucoup, nous, en tant que professionnels, dans les différentes formations déjà, mais ça ne suffit pas. Il faut que ces formations grandissent vers nos métiers, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sort d'une formation et qui est employable directement chez nous. Ouais. Généralement, le classique, c'est quelqu'un qui a une formation initiale en écologie. Il a des compétences naturalistes solides sur au moins un compartiment. Et à partir de là, il connaît 5% du métier. Et là, maintenant, on lui apprend à travailler dans l'ingénierie écologique. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, la R&D, ça a irrigué complètement toute l'entreprise. Il y a une transversalité de la R&D. Complète. Ouais, complète. Ce qui n'était pas le cas avant. Non. Ouais. Elle était en tout cas pas visible et pas du tout, on va dire, valorisée. En tout cas. Maintenant, elle est complètement transversale et elle irrigue toute la séquence de notre travail qui va vraiment des accompagnements stratégiques, d'identification à de l'étude, de l'inventaire, jusqu'à de la restauration des écosystèmes. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, par exemple, pour les cartographes, qui avant travaillaient un peu dans leur coin, mais aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale de la boîte, quoi. Avant, un cartographe chez nous, il était là juste pour illustrer les résultats, de la meilleure des manières, bien sûr. Juste, sans être du tout limitatif, mais avant, son rôle au cartographe, c'était uniquement ça. Aujourd'hui, il organise, il structure les données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à lui, je peux bancariser des données naturalistes, je peux les relier à des conditions scientifiques, physiques, chimiques, etc. Et toutes ces données sont en lien et sont prêtes à intégrer différents programmes de recherche. Avant, ce n'était pas le même métier, tout simplement. C'est pour ça que nous avons, du coup, changé nos profils, d'ailleurs. Irrigation aussi, la R&D, mais bon, c'est presque logique. Oui, mais par exemple, on en revient aussi, c'est qu'il y a aussi une activité, avec une vocation, on va dire, à avoir un produit qui puisse passer en essai clinique, voire être commercialisé derrière, mais on a toujours une activité recherche fondamentale. Et là, je sais que là, récemment, ça a permis, même si on est spécialisé en immunothérapie anticancéreuse, de développer, par exemple, des projets qui vont être plus dans un contexte d'immunothérapie, mais auto-immunité, qui d'une certaine façon, n'a rien à voir avec la cancérologie, même s'il y a des mécanismes qui sont liés, mais ça a permis justement de pouvoir initier d'autres approches, d'autres activités R&D, et on conserve justement cette transversalité entre tous les départements, entre les différents projets, et c'est extrêmement appréciable. Extrêmement appréciable. C'est bien de recruter, mais il faut déjà les trouver, mais il faut les garder après. C'est un autre sujet. C'est un sujet très important, hein. C'est revenu un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'était de pouvoir offrir des vraies carrières aux experts, avoir envie de continuer d'investir dans leur métier. La tendance aujourd'hui, c'est je suis un petit peu spécialisé, je crée ma petite entreprise, je suis expert indépendant et je vends mes prestations aux boîtes. C'est un modèle aujourd'hui qui est assez récurrent, sauf qu'aujourd'hui, nous, on a quelque chose de plus à offrir. On a un cadre, on a une émulation déjà des équipes. Avec, moi, sur une étude, je mets 6, 7, 8 personnes sur une même étude et qui vont se parler et qui vont justement... Il y a une transversalité qui fait qu'il va y avoir une émulation dans l'équipe et une stimulation. Et derrière, on va stimuler tout ça avec en plus des intervenants extérieurs et on va aller chercher plus loin. On ne va pas aller juste répondre à la question qui nous est posée. On va dire, comment est-ce qu'on pourrait mieux répondre? Comment est-ce qu'on pourrait être plus sûr de notre réponse? Et pour ça, là, on va aller faire de la R&D. Je pense que c'est très, très stimulant pour beaucoup des experts qui sont chez nous. Ils ont l'impression de participer à quelque chose. Voilà. En tout cas, je l'espère. C'est intéressant parce que j'allais terminer là-dessus, justement, l'impression de participer à quelque chose. La question, c'était finalement le CIR, facteur de progrès sociétal. Votre réponse à vous. Peut-être d'abord, en résumé d'une phrase, le CIR, ça nous a permis de... Et puis, en quoi c'est un facteur de progrès sociétal? Alors, le CIR nous a permis d'évoluer sur nos métiers, mais à une vitesse incroyable. C'est-à-dire qu'avant, on bricolait. Là, on a pu se poser des questions, prendre du recul et vraiment organiser nos questions scientifiques. C'est un bon résumé de ce que vous nous avez dit. Et le programme. Donc vraiment, c'était énorme. Un progrès sociétal, au final, nous, comme je l'ai dit, nous sommes les porte-voix de la nature. Donc le mieux on prend en compte la biodiversité, le moins
On y porte préjudice. Donc j'ai l'impression que voilà, tout est dit là-dessus. Je vous confirme. Julien? Nous, ça nous a servi d'un accompagnement qui était critique pour la société. Ça a permis d'initier de nouveaux projets et ça a permis aussi, plus particulièrement au niveau, donc on a discuté rapidement, mais au niveau des étudiants en thèse, ça a servi de tremplin aussi pour de nombreuses personnes derrière. Et voilà, le CIR a permis tout ça. Et nous permet, pour une biotech, ça fait 12 ans quasiment que la société a été fondée, de toujours exister. Voilà. Et quand on travaille sur des vaccins contre le cancer, facteur de progrès de fait. De progrès et surtout, on espère, de bénéfices pour le patient par la suite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci pour le témoignage. Merci Julien, merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro donc, de cette série que vous propose FI Group. Au revoir.